Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les livraisons de Volkswagen en électrique explosent. La Californie en avance sur ses objectifs d'électrification. GM et Samsung SDI annoncent 3 milliards d'investissements pour des usines de batteries aux États-Unis. En même temps, GM annonce la fin de production de la Bolt EV et EUV. Lyon lance le Lyon 5. Par où commencer? On parle des réseaux de bornes de recharge et rouler vert. On parle de l'ouverture des superchargers Tesla aux autres marques de véhicules. En grande entrevue, on parle des taxis électriques. Je vous dirais, moi, mon garagiste s'ennuie de moi. Parce que, sérieusement, la Bolt est rendue à 300 000 km, puis j'ai vraiment pas mis beaucoup d'argent dedans. Je pense que la plus grosse dépense que j'ai eue, c'est parce qu'on a vraiment pris un bon nid de poule dans le chemin. Tout ça et bien plus encore dans le 149e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines comme toujours. On sort du Salon du véhicule électrique de Montréal qui a eu lieu là, il y a 2 semaines. Écoutez, on a fait des captations devant public vendredi, samedi, dimanche. Merci aux gens qui sont venus nous écouter. Hein. L'achalandage a varié en fonction des journées, des heures. Là, on avait différents moments où on captait des entrevues, mais c'était en tout cas bien plaisant de vous voir dans l'assistance, de pouvoir aussi vous serrer la pince et de vous jaser là, avant et après les captations. Ça a été une belle expérience, très, très intéressant. Moi, j'ai bien aimé là, le principe d'avoir des gens qui étaient dans la fébrilité d'un événement. Puis, écoutez, on en a parlé, mais il y avait quelque chose dans ce salon-là. Je ne sais pas pourquoi. Là. Pourtant, c'est pas le premier salon depuis la pandémie, mais il y avait un optimisme, il y avait un positivisme, peut-être parce que les files d'attente commencent tranquillement pas vite à raccourcir. Les gens voient enfin la lumière au bout du tunnel. Le vendredi matin, on a eu les annonces du ministre là, qui nous ont annoncé certaines modifications à la loi VZ2 qui risquent d'augmenter encore la disponibilité chez les concessionnaires. On a annoncé également des modifications au programme de subvention. En tout cas, plein de choses. C'est effervescent, mais on sent là, qu'on est vraiment dans une zone d'accélération de tout ce qui se met en place au Québec depuis de nombreuses années. Et puis, c'est peut-être ça qui a rendu les gens heureux, comme ça, les sourires. Et puis, beaucoup de gens aussi venaient me voir. Là, je me suis promené pas mal. Hein, j'étais là pas mal de temps. Puis, les gens m'accrochaient dans les corridors. « Ah, ouais, Martin Archambault, ouais, je te reconnais. » Puis, me parlaient du podcast, puis de votre intérêt, puis de votre amour pour le podcast Silence on roule. Puis écoutez, ça fait tellement plaisir. C'est notre principal salaire. Hein? Puis le podcast, comme tous les médiums préenregistrés comme ça, c'est un peu, je dirais, délicat de se faire une idée. Évidemment, on voit le nombre de téléchargements puis d'écoutes, mais c'est pas concret tant aussi longtemps qu'on voit pas des vraies personnes en chair et en os. Et puis, les salons, ça nous permet justement de se voir en chair et en os. On vous a concocté aujourd'hui un épisode fort intéressant. Il y a plein de choses. Stéphane Levert est là. On a Sébastien Côté qui est là aussi pour les nouveaux, là, les néophytes. Il va vous parler un peu des réseaux publics de bornes de recharge. On a aussi des invités fort intéressants qui, depuis longtemps, font du taxi avec des voitures 100% électriques. Voyez un peu, puis c'est des pionniers, là. Hein? Voyez un peu que vous allez voir comment, au Québec, cette industrie-là s'est transformée tranquillement pas vite. Maintenant, on sait qu'il y a Théo Taxi, puis il y a des entreprises, Diamond aussi, qui s'électrifient beaucoup, mais il y a des gens, il y a plusieurs années, qui un par un, achetaient des taxis, puis commençaient à électrifier, puis vous voyez un peu l'impact ou l'importance du transport électrique et l'impact positif que ça avait pour leur industrie dans un monde en perpétuel changement. Et quand on parle de changement, juste vous dire, puis on n'en parle pas pendant l'entrevue, mais c'est important de le savoir, il y a des lois au Québec qui régissent le taxi, des lois qui avaient peut-être
leur raison d'être dans un modèle avec des véhicules à essence, mais dans un modèle avec des véhicules électriques, pensez simplement à la loi qui fait qu'un véhicule qui a plus de 10 ans n'a plus le droit d'être utilisé pour du taxi. On peut comprendre qu'avec les anciens véhicules à essence, au bout de 10 ans, là, la voiture s'en venait une minoune, surtout en utilisation intensive comme celle qu'on fait lorsqu'on fait du taxi. Mais avec un véhicule électrique bien entretenu, qui a peut-être eu certains changements au niveau peut-être de la batterie au bout de 10 ans ou des composantes de base, mais qui était bien entretenu, il y a plein de taxis électriques qui ont 10 ans, qui sont en parfait état, des Tesla Model S, entre autres. Et là, ils sont obligés de les retirer de la route et s'en acheter une nouvelle. Ça représente des investissements, là, mon Dieu, dans le cas d'une S, où on n'est pas loin des 100 000 $, c'est quand même majeur pour des véhicules qui sont encore en très bon état. Donc, on a essayé de c'est un raccourci rapide de dire 10 ans pour les véhicules à essence, mais ça s'applique peut-être pas tel quel pour les véhicules électriques. Il faudra y voir si on ne veut pas nuire à cette industrie-là là, qui a besoin d'aide plus que de jambettes par les temps qui courent. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez ou tapez le abonnement.silenceonroule.com. Vous ne manquerez rien, ni les épisodes hors série. C'est très important de le faire. Si jamais vous passez par Apple Podcast et que vous avez l'opportunité de nous laisser un petit message ou de mettre un commentaire et puis de nous noter là, sur 5 étoiles, un petit 5 étoiles, ça aide à nous remonter dans la liste des podcasts et aussi de nous faire connaître par un plus grand nombre de personnes. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Lors du dernier salon du véhicule électrique de Montréal, le ministre Charette a présenté des modifications, un projet de modification au règlement sur la loi VZE. Le projet de règlement est complémentaire au premier. Il a pour objet d'ajuster les crédits accumulés jusqu'à l'année modèle 2024 et de prévoir l'expiration des crédits dans le temps, de diminuer progressivement le plafond d'utilisation des crédits accumulés par un constructeur automobile, de modifier le moment où les constructeurs automobiles doivent indiquer au ministre le nombre de crédits qu'ils désirent utiliser afin de leur permettre de prendre cette décision avec un portrait à jour de leurs crédits accumulés et d'apporter des ajustements mineurs aux renseignements inscrits au nom des constructeurs automobiles dans le registre prévu à l'article 11 de la loi. En outre, ça va faire en sorte que ça devrait rendre plus de véhicules électriques disponibles chez les concessionnaires, mais il y a eu aussi une annonce à l'effet que la cible de véhicules électriques sur les routes du Québec pour 2030 passait de 1,6 million à 2 millions de véhicules. Les livraisons de véhicules tout électriques du groupe Volkswagen ont augmenté de 42 % au premier trimestre de 2023 par rapport à la même période l'année précédente, qui avait été durement touchée par des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Au total, 141 000 véhicules tout électriques ont été livrés aux clients contre 99 200 au premier trimestre de 2022. La Californie est plus avancée concernant l'adoption des véhicules électriques qu'elle ne l'avait prévu il y a 10 ans. Le gouverneur Newsom a annoncé la semaine dernière que l'État avait dépassé les 1,5 million de ventes cumulées de véhicules rechargeables. C'est 2 ans avant l'objectif fixé par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, visant à atteindre ces chiffres d'ici 2025. Les données proviennent de la California Energy Commission, qui a mis à jour ces chiffres la semaine dernière. La CEC a confirmé que les ventes cumulatives de véhicules tout électriques, hybrides rechargeables et à pile combustible combinés s'élèvent à 1,524 millions, tandis que les véhicules tout électriques représentent tant qu'à eux 1,05 million de véhicules.
General Motors et Samsung SDI ont annoncé qu'ils investiraient plus de 3 milliards de dollars américains pour construire conjointement une usine de batteries de véhicules aux États-Unis, alors que le constructeur automobile diversifie ses fournisseurs de composantes. La nouvelle survient alors que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol est à Washington pour rencontrer le président Joe Biden dans le cadre de la première visite aux États-Unis d'un dirigeant sud-coréen en 12 ans. Prévu pour démarrer en 2026, l'usine conjointe GM et Samsung SDI vise à développer une capacité de production annuelle de 30 gigawattheures, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué, ajoutant que l'emplacement de l'usine JV n'était pas encore confirmé. L'usine produira des cellules de batterie prismatiques et cylindriques à haut niveau. General Motors a officiellement annoncé qu'elle mettait fin à la production de la Chevrolet Bolt EV et EUV à la fin de l'année 2023. C'était un peu un secret de polichinelle. On voyait bien que les nouveaux modèles s'annonçaient dans toutes les marques, mais pour GM, on n'avait pas de nouvelles de la nouvelle mouture de la Bolt EV et EUV. Donc, dans un communiqué de presse émis cette semaine, GM a annoncé qu'elle laissait la place pour les nouveaux modèles qui viendront en courant d'année 2024 remplacer la Chevrolet Bolt EV, entre autres l'Equinox qui devrait arriver bientôt. Donc, si vous aviez votre nom sur une liste d'attente pour une Chevrolet EV ou EUV, il serait bon de contacter votre concessionnaire afin de voir vos possibilités réelles d'obtenir le véhicule. Et à cet effet, nous avons publié un épisode hors série il y a quelques jours à peine où, en compagnie de Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet, nous avons expliqué en long et en large la procédure. Le fleuron québécois, la compagnie électrique Lion, a lancé tout dernièrement son nouveau véhicule, le Lion 5, un camion entièrement électrique alimenté par les batteries fabriquées chez Lion, ces nouvelles batteries de 800 volts conçues à l'interne dans leur nouvelle usine. La présentation a été faite lors du Advanced Clean Transportation Show, l'une des plus grandes conférences et foires commerciales mettant en vedette les technologies des transports les plus avancées en carburant propre et en énergie renouvelable. Alors que les demandes d'options en transport respectueuses d'un environnement durable continuent de croître, le Lion 5 témoigne de l'engagement de Lion Électrique envers l'innovation, le leadership et l'industrie. Les éléments clés du Lion 5 sont, entre autres, une charge utile maximale de 12 500 livres devant être produit avant la fin de l'année. Il offre des configurations allant jusqu'à 26 000 livres en classe 6 avec 315 HP et 2360 livres-pieds couple. Un produit très intéressant qui va permettre à ce véhicule d'atteindre des caractéristiques et des performances inégalées. Telle que conçue, la cabine du Lion 5 mesure 96 pouces de large et dispose d'une option de configuration en coupe pour un passage transparent entre la cabine et la carrosserie. Les marches ont été conçues pour une meilleure visibilité et pour en faciliter l'accès et la sortie. Le camion peut également être équipé de n'importe quel type de carrosserie appropriée, offrant une plus grande flexibilité au carrossier. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Nous revoilà en compagnie de notre collaborateur de l'Association des véhicules électriques du Québec, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Commence à faire beau, mois de juin, les petits oiseaux gazouillent, le ciel est bleu. Et là, les gens commencent à magasiner leurs vacances estivales. Ils vont se déplacer un peu partout au Québec et ailleurs. Et là, ils vont vouloir aller se charger sur des bornes de recharge publiques. Essaye donc de nous démêler ça un peu, qu'on comprenne ce qui en retourne. Oui, au Québec, le réseau le plus répandu et le plus fiable, c'est le circuit électrique. Avec interopérabilité avec Flow et ChargePoint. Oh, puis hey, même j'oserais même t'interrompre et te dire que c'est plus que Flow et ChargePoint. Hein, c'est avec réseau Switch, réseau branché, SEMA Connect, Shell Recharge, Hypercharge. Donc, il y a plusieurs réseaux qui sont interopérables avec le circuit électrique. Ça veut donc dire qu'avec ta carte ou ton application de circuit électrique, tu peux démarrer les bornes de tous ces réseaux-là. Oui, puis là, regarde, tu en apprends toute une. Ça grandit de mois en mois, j'ai l'impression. Rapide, ouais. Donc, excellent. Vous allez avoir aussi le circuit, le réseau Flow, ChargePoint, Petro-Canada, Recharge Éco qui sont dans les IGA, Electrify Canada, Heavy Duty, Couche-Tard, Shell, et peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont pousser cette année. Oui, sûrement.
Et l'autre grand réseau qu'on connaît aussi, c'est les Tesla Supercharger. Tesla Supercharger, tu me dis si je me trompe, mais c'est un réseau de bornes de recharge ultra rapide qui, pour l'instant, est uniquement pour les Tesla. On sait qu'ils vont ouvrir leur réseau au Canada et au Québec pour les autres voitures, mais au moment où on se parle, c'est juste les Tesla qui peuvent aller là. C'est ça? Exact. Puis les Tesla, sur tous les autres réseaux que je vous ai nommés avant, avec des adaptateurs CHAdeMO, CCS, peuvent se connecter sur les autres réseaux. Parfait. Maintenant, on part en auto. On sait qu'on peut aller à toutes ces places-là. On fait quoi pour savoir sont où les bornes? On les localise comment? Bien, chaque réseau a soit sa propre application mobile ou le site web qu'on va aller visiter. Puis, on va pouvoir faire des recherches à ce moment-là à travers ces sites-là. On peut aussi utiliser des applications tierces que j'appelle, comme PlugShare, ChargeHub, qui vont être des localisateurs de bornes avec lesquels on ne partira pas des bornes nécessairement. Puis, tous ces localisateurs-là, basés sur vos besoins de déplacement, je vous suggère d'utiliser les fonctions de filtre pour trouver les bornes selon vos critères, les critères de votre véhicule aussi, pour que ce soit des bornes de niveau 2, des bornes de niveau 3, en fonction de la puissance, parce que vous avez un véhicule qui est plus performant aux bornes rapides, des sites de recharge où c'est accessible avec une remorque. Donc, on peut dire à l'application, montre-moi juste les bornes rapides de 100 kW et plus où je peux arriver avec une remorque, mettons. Puis, on ne verra pas les autres, on va voir juste celle-là, c'est ça? Effectivement. Après ça, une fois qu'on est fixé sur les bornes qu'on veut visiter, on s'y rend, il va falloir payer. On paye comment lorsqu'on arrive sur un site et qu'on se recharge? Là? Bon, il y en a certains réseaux qu'on va payer directement avec une carte de crédit à la borne, comme Petro-Canada, Electrify Canada. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. C'est pas la majorité. Non, c'est pas la majorité. Puis aussi, dans l'application, on pourrait déposer des sous, puis ça se découle de l'application. Donc, c'est un peu différent. Mais c'est surtout le fonctionnement avec un compte qu'on va se créer. Mettons, je vais prendre l'exemple de circuit électrique. On va se créer un compte, on va garnir un compte avec la carte de crédit. Et à ce moment-là, à partir de l'application, on va pouvoir démarrer les bornes. Donc, ça prend absolument le téléphone pour démarrer les bornes? Non, parce que aussi, on peut le démarrer avec la carte là, de type RFID du réseau qu'on a choisi ou qui peut démarrer aussi des circuits partenaires. OK. Donc, la carte ou l'application, est-ce que je pourrais, moi, si j'ai déjà un téléphone intelligent, dire je vais prendre juste l'application puis je n'utiliserai pas de carte? On pourrait penser que oui, mais si vous vous promenez un peu partout au Québec ou dans d'autres régions du Canada, aux États-Unis, vous allez vous rendre compte des fois que le réseau mobile va être imparfait, donc d'avoir la carte est un must. Et au contraire, des fois, peut-être un lecteur de carte qui pourrait être capricieux, bien là, l'application mobile va vous dépanner. Donc, on prend la carte, on la range dans le coffre à gants, puis on utilise l'application mobile, puis si on a des problèmes parce que le cellulaire ne fonctionne pas ou le réseau cellulaire ne fonctionne pas, ben on se dépanne en sortant notre carte du coffre à gants, puis ça fonctionne. Une question qui revient souvent, c'est si j'arrête, par exemple, une borne, pas une borne rapide, là, une borne niveau 2, comme on a à la maison, en bordure de chaussée, on va voir un spectacle à Montréal, là, puis il y a une belle borne à l'intersection d'une rue, là, puis on se stationne là. On déclenche la borne donc avec la carte ou l'application, comme tu viens de dire, puis on va voir notre spectacle. Mais est-ce que je dois payer le parcomètre ou je paye juste la recharge ou je paye les deux? Comment ça fonctionne? Et il faut être vigilant de ce côté-là, voir les critères qu'il y a. Souvent, avec les grandes villes, avec les parcomètres, vous allez avoir à payer le parcomètre pour pouvoir aussi utiliser cet emplacement-là. Mais certaines villes, exemple, j'ai visité une ville comme Drummondville dans un parc, le stationnement n'est pas payant pour celui-là qui utilise la borne de recharge. Donc, il faut vraiment s'informer, regarder les panneaux. C'est différent d'un stationnement. Même sur la ville de Montréal, j'ai vu que certains endroits au centre-ville, il y a les deux, donc il y a le parcomètre et la borne, donc il faut payer les deux, mais dans d'autres quartiers comme dans Rosemont, Villeray, là où ils ont mis des bornes de recharge, ils ont enlevé les parcomètres, donc il n'y a plus de parcomètre, fait que faut vraiment faire attention, ça varie vraiment d'un endroit à l'autre. Si on regarde rapidement maintenant du côté du fonctionnement, comment on démarre, là, tu disais avec l'application, donc on pèse sur le bouton puis on peut prendre le pistolet, comment ça fonctionne? Bien, les bornes de niveau 2, soit la carte ou l'application, on va débarrer la borne en premier. Quand tu dis débarrer, ça veut dire quoi? On va scanner, passer la carte sur le lecteur ou
la partir à partir de l'application. Ouais. Et à ce moment-là, le levier de la borne va se débarrer et on va pouvoir mettre le pistolet. OK, on ne peut pas prendre le pistolet si on n'a pas démarré la borne. Il est comme bloqué. C'est pour ça que tu disais barré. Là. Exact, okay. Exact. Et ça va être l'inverse avec les bornes rapides. Il n'y a pas de pistolet barré. Donc, vous allez commencer par brancher votre véhicule et ensuite activer la recharge ou en activant la connexion à votre compte. OK. Dis-moi donc, on voit ça des fois, des gens, on a repéré une borne, on dit on va aller se brancher là, mais il y a une voiture qui est stationnée là, voiture à essence qui nous bloque l'accès à la borne, ou même des fois, c'est encore plus choquant, une voiture électrique qui est stationnée là, mais qui ne se recharge pas. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? En réalité, non. Il y a l'article 388.1 du Code de sécurité routière qui explique que l'espace de stationnement est réservé pour la recharge. Donc, cette véhicule à essence-là, comme tu mentionnes, ou une voiture électrique sans recharge, court le risque d'avoir une contravention. Oui, puis ils sont assez salés, hein? C'est pas agréable. En terminant, mon cher ami, quand on utilise des bornes de recharge publiques, ça veut dire pour tout le monde, il ne faut comme pas oublier que c'est pas à nous, c'est à tout le monde, c'est à la collectivité. Va donc avec ce concept, une prédisposition qu'on devrait tous avoir, qui est la courtoisie. Parle-nous donc un peu de cette courtoisie-là qu'on devrait avoir aux bornes de recharge. Bien, il y a quand même plusieurs points, mais j'en ai gardé quelques-uns. Comme on a mentionné un peu plus haut, de ne pas utiliser cet espace-là comme un stationnement. C'est pas un privilège. On arrête à ces places-là justement pour se recharger. On l'a jamais. C'est pas un stationnement pour voiture électrique, c'est un espace de recharge. Tu te recharges pas, tu te stationnes pas là. C'est pas compliqué. Hein, on va pas se parquer debout devant un urinoir juste pour le plaisir. Hein? C'est ça. Même chose, oui. Et justement, une fois que votre recharge est terminée, on laisse la place à quelqu'un d'autre. Donc, par courtoisie, mais aussi quelqu'un qui voudrait peut-être poursuivre son voie. Ah, ça, c'est bon. Mais ça veut dire que je l'utilise, ma recharge est terminée, je vais, autant que faire ça peut, tasser ma voiture. Donc, si, mon exemple de tantôt, je vais voir un spectacle à Montréal, je branche mon auto à une borne sur rue, ma recharge est terminée, mais je suis en plein milieu du spectacle, il faut que j'arrête, il faut que je sorte aller déplacer mon auto? Non, dans le cas d'une borne niveau 2, vous allez continuer de payer, donc vous avez votre droit d'utiliser cet espace. OK. Mais si j'ai la capacité d'y aller, donc évidemment, plus vite je me tasse, plus vite quelqu'un d'autre peut l'utiliser. D'autres éléments de courtoisie? Oui. Chargez le niveau de pourcentage que vous avez besoin pour vous rendre à votre prochaine destination. Donc, si vous avez besoin d'un 70%, arrêtez donc à 70%. Comme ça, vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre aussi. Si vous avez besoin de 85 cette journée-là, ça, c'est important, prenez-le ce que tu dis là. C'est-à-dire qu'on est habitué avec une voiture à essence, c'est comme un given, on arrête là, puis on fait le plein tout le temps. Avec une voiture électrique, sur une borne publique, on ne fait pas nécessairement le plein. On se donne ce dont on a besoin. On est mieux de faire notre plein à la maison. De toute façon, ça va nous coûter bien moins cher. Hein? Et finalement, dernier point... je vais te donner un avant-dernier point, puis j'irai au dernier après. Donc, lorsque c'est possible, essayez de ne pas dépasser 80 si vous n'avez pas besoin de plus. 80% de recharge. 80% de recharge, désolé. Donc, si vous avez besoin de plus, vous pouvez aller plus loin, mais autant que possible, pourquoi pas arrêter à 80. Donc, de toute façon, la plupart des véhicules vont ralentir la recharge rendue à ces niveaux-là. Donc, on paie par le temps, donc ça va nous coûter plus cher pour rien. Donc, c'est pas avantageux. On ne tire pas grand profit, OK. Oui. Puis, n'oubliez pas que sur le circuit électrique, en haut de 90%, vous allez doubler le tarif. Donc, on ne reste pas là pour rien. OK. Puis, je parlais juste d'un dernier point. Ben oui. Ce que je voulais voir, au niveau de la courtoisie, on a beaucoup de nouveaux électromobilistes. On a des gens qui sont aguerris aussi. Donc, quand vous vous déplacez, que vous voyez quelqu'un qui a de la difficulté à se servir d'une borne, offrez votre aide. Le même titre, quand vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à votre voisin. On est tous là pour s'entraider, puis ça donne une meilleure expérience à tout le monde. Tu as bien raison. Moi, je vais terminer en disant que les gens qui veulent en connaître un peu plus sur les réseaux de bornes de recharge puis comprendre un peu comment ça fonctionne, sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec, dans le menu, vous avez une option qui s'appelle « Guide ». Donc, il y a différents guides là, pour vous aider. Dans les guides, il y en a un sur les bornes de recharge. Et dans la section bornes de recharge, il y a réseau de bornes. Et là-dedans, vous avez toutes les informations sur les différents réseaux, etc. Donc, le site de l'AVEQ, on vous l'a toujours dit, c'est votre meilleur ami quand vous avez besoin d'informations. On se reparle bientôt. Merci beaucoup, mon cher Sébastien. Merci, Martin. Bye-bye.
Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi en studio deux propriétaires de taxis électriques, M. Guy F. Cloutier et M. Rénal Drolet. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que je veux faire une entrevue sur le taxi électrique et j'ai 1001 questions qui me viennent et qui certaines m'ont été suggérées par des auditeurs d'ailleurs. Fait qu'on va essayer de faire le tour de votre merveilleux métier aujourd'hui, mais surtout de voir un peu l'impact qu'a amené le fait de rouler avec un véhicule électrique dans le cadre de vos activités. Je présume que vous avez tous les deux connu le pré-électrique puis le électrique, donc vous êtes capable de faire une distinction entre les deux. Donc, on va y aller. Je commence avec toi, Guy. Donc, peut-être nous dire un peu qu'est-ce que tu conduis comme voiture électrique puis combien ça fait de temps que tu es électromobiliste? Oui, bien, je possède une Tesla Model S P85 que j'ai acheté usagée en 2016. Et puis là, je commence ma 6e année, ma 7e hiver. Fait que là, septième hiver avec le même véhicule qui avait été acheté usagé. Oui. OK. Excellent. Puis toi, Rénal? Nous, on a 4 véhicules électriques présentement. On a commencé avec une Bolt. Ensuite, on s'est acheté une Niro. Puis là, cet automne, on vient d'avoir 2 nouveaux, une Ioniq 5 et un GV60. Un GV60, wow. Oui, OK, belle bagnole. Hein? Oui. Je suis jaloux. Oui, il y a du monde chanceux. Toi, tu es dans le coin de... Quaticook. OK. On a entendu parler de vous autres. On est quand même voisins. Oui, oui. Puis toi, tu es à Sherbrooke, comme ça? À Sherbrooke, oui. OK. Excellent. Vous avez donc 2 réalités qui sont différentes, puis on en parlait un peu tantôt hors d'onde. Donc, toi, Guy, ben, tu as un cercle, un rayon là, d'action qui est peut-être un peu plus petit que Rénal, qui lui va probablement faire des distances un peu plus grandes. Il va sortir les gens de la région, il va les emmener dans la région. Donc, vous avez 2 réalités un peu différentes, mais quand même, les deux, vous roulez avec un véhicule électrique. Première question qui me vient à l'idée, y a-t-il encore des réactions de la part des gens que vous embarquez? C'est-à-dire que, tu sais, il y a 10 ans, moi, j'allais au centre d'achat avec mon auto électrique puis j'étais obligé de donner quasiment une conférence dans le stationnement. Maintenant, les gens font plus de cas. Y a-t-il encore des réactions quand les gens voient que c'est un taxi électrique ou ça passe maintenant inaperçu? Ben, en fait, moi, déjà, le commun des mortels ne possédait pas une Tesla comme pour une voiture au début, là, 6 ans. Puis j'ai plutôt une Tesla. Fait que là, les gens, ils font comme, OK, wow, la grosse écran, c'est quoi ce véhicule-là, ainsi de suite. Fait que oui, il y a encore beaucoup de réactions, surtout que c'est une voiture un peu plus, comment je peux dire ça, de niche. Ouais, ou puis aussi, ben, une voiture un peu plus spacieuse qu'une Toyota Camry, mais ça demande tout, ben, OK, là, faut que j'explique. Mais disons que la cassette, elle commence à être usée un peu. Ouais, puis ils doivent se poser des questions que je me pose sur c'est-tu rentable? Es-tu capable de rentabiliser l'auto? On va y revenir, réponds pas à ça tout de suite. Mais c'est sûr que les gens se posent cette question-là. Toi, de ton côté, Rénal? La même chose, je dirais, mais quand on est même passé en mode hybride avant de passer à 100% électrique, des gens se faisaient poser beaucoup de questions là-dessus. Puis, bon, ben là, avec les écrans qu'il y a aujourd'hui dans les autos électriques, c'est clair que quand les gens s'assoient, ils voient là qu'ils sont pas assis dans ils sont complètement ailleurs. Une voiture à essence. Là. Ouais. Fait que les gens réagissent encore, même si... oui. Ouais, puis tu sais, sur la route, c'est peut-être un peu moins évident quand tu les croises, mais quand tu es assis dedans, évidemment, il y a quelque chose qui leur indique qu'ils sont dans un auto qui est électrique. On va y aller avec des questions pratico-pratiques.
Et la première question qui vient en tête à tout le monde quand on pense au taxi, puis on a nous-mêmes une voiture électrique, on est conscient des enjeux, ou en tout cas, je devrais dire, des contraintes qu'amène la recharge. Mais moi, la recharge, je la fais à nuit, puis je suis bon pour faire ma journée, puis des fois 2, puis 3, puis 4 journées. Vous autres, vous vivez dans un autre monde, là, vous roulez tout le temps, vous devez vous charger. Comment vous gérez ça, la recharge? Comment ça marche? C'est pendant entre 2 calls? Comment vous chargez ça? Ben, en été, c'est pas un problème. Premièrement, l'été, on réussit à faire nos quarts de travail sans avoir besoin d'avoir recours à une borne rapide. En hiver, c'est sûr que c'est une autre histoire. Ça prend plus de planification un petit peu. Mais, comme je dis aux clients, c'est pas pire pour nous autres d'aller arrêter 20 minutes, une demi-heure pour prendre un café en chargeant que de prendre la pause chez nous, là. Ouais, tout à fait. Fait que de toute façon, dans le taxi à essence, je veux dire, le chauffeur doit prendre des pauses aussi. Il doit arrêter, il doit aller dîner, peu importe, là, à un moment donné. C'est comme ça que ça se vit pour toi aussi? Ben, moi, en fait, ça se vit, comme vous dites, là, c'est vraiment là, un enjeu. C'était une très grosse enjeu, là, 6 ans. Il y avait, je pense qu'il y avait une BRCC au carrefour à l'université, puis une au carrefour de l'Estrie. Et c'était... oui, c'est sûr qu'il y avait les superchargeurs pour moi, Tesla à Magog, mais fallait que j'aille jusqu'à Magog. C'est ça, Sherbrooke puis Magog, c'est quand même... C'est 40 minutes de perte pour y aller. En fait, de 20 y aller, 20 revenir. Puis l'hiver, comme disait Rénal, c'est tout un enjeu. Là. Moi, j'ai trouvé la formule. Ben, ma formule à moi fonctionne. J'utilise, je fais un 6 heures de travail, mettons, puis quand il est rendu vers 13h, 13h30, ben, je vais dîner, puis là, je vais me recharger aux bornes rapides. On est passé de 2 bornes à Sherbrooke à quasiment 14, 15 maintenant. Si je calcule les nouveaux Letter from America qui est arrivé, puis les nouveaux dans les GA. Puis en plus, on va travailler fort pour que notre compagnie possède notre propre BRCC. Maintenant, on possède notre BRCC, nous, à la Coop Sherbrooke. Mais c'était tout un enjeu là, au début. Là. Moi, je me suis vraiment cassé la tête. Là. Ouais. Puis les enjeux de recharge, on le sait, puis ça m'amène à ma prochaine question. Ça varie, vous l'avez abordé un peu, vraiment entre l'été et l'hiver. En hiver, est-ce que, par exemple, une journée, là, cette année, on est chanceux, on n'a pas eu trop de journées très froides, mais tu sais, pas un moins 25, moins 30 pendant 2-3 jours, là, on connaît ça des fois l'hiver. Ça doit pas être facile. Comment vous gérez ça? L'auto a moins d'autonomie, vous devez charger plus souvent, la recharge est plus lente parce qu'il fait froid. Est-ce que vous devez revoir votre plan de journée, une journée qui fait très, très froid, ou vous réussissez à la faire quand même? C'est sûr qu'une journée de moins 25, faut y penser à 2 fois, là. Puis on essaie de dispatcher l'équipe en conséquence. On sait qu'il va en avoir un au bout de tant de temps qui va être obligé de sortir pendant 45 minutes parce que quand il fait froid, c'est aussi plus long à recharger. Mais ça nous a jamais vraiment causé de problème au point de dire que là, on peut plus donner le service parce qu'on n'a plus de jus. Là. Puis vous autres, les taxis électriques de votre entreprise, est-ce qu'ils appartiennent aux chauffeurs ou ils appartiennent à l'entreprise? À l'entreprise. Donc, vous pourriez théoriquement même faites-vous des rotations? Mettons, il y a un véhicule qui est en recharge, tu mets le chauffeur sur un autre véhicule. On pourrait le faire. On n'a pas eu à le faire comme tel, mais aussi la compagnie compte quand même 6 véhicules. Il reste encore 2 véhicules hybrides qu'on peut toujours prendre pour se dépanner aussi. Okay. Mais vraiment, à mon souvenance, c'est pas arrivé une fois. OK. Donc, vous réussissez, là, même les gros froids de l'hiver. Oui. On check nos affaires un peu plus, mais sûr. on réussit à passer au travers. Évidemment, je dirais une autre des questions qui est au top de ce qui nous vient en tête quand on pense à ça, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde a compris que s'il fait, je sais pas moi, 15, 20 000 km par année, mettons, il va rentabiliser son véhicule sur 4 ans, mettons, ou à 3. Là, le gaz est plus cher. Quand il est plus cher, on le rentabilise plus vite. Là. On est capable de faire ce genre de calcul-là. Là, vous autres, vous roulez tout le temps. Vous êtes sur la route. Votre dépense, une de vos dépenses principales, c'est les dépenses liées au véhicule, entre autres le carburant. Côté financier, l'aspect rentabilité de prendre une voiture électrique, quand on regarde les économies de carburant, mais qu'on regarde aussi peut-être d'autres enjeux au niveau de l'entretien d'un véhicule électrique, est-ce que c'est rentable pour vous autres? Est-ce que c'est un move rentable? Écoute, moi Martin, je veux dire, mes véhicules parcourent entre 50 et 75 000 km par année.
Depuis avant de faire mon premier achat, j'avais fait beaucoup de calculs, puis je me disais, crime, ça se peut-tu? Ça va se payer tout seul. Là, aujourd'hui, j'ai fait l'exercice ce matin de regarder pour le fun en arrière pour voir si finalement c'est le cas. On sauve 6 à 7 000 $ d'essence par année, nous autres, avec par véhicule. Par rapport à un véhicule hybride que tu possédais avant? J'ai fait comme la marge entre les deux parce que au début, j'avais encore des autos à essence 100% aussi. Là. Okay. J'ai mis ça à 7 litres au 100, comparé à 7 litres au 100, qui est comme un peu la moyenne entre l'hybride puis les réguliers. Puis j'ai fait le calcul, moi, qu'à 70 000 km par année, l'auto se payait vraiment tout seul. Donc, du point de vue financier, c'est un no-brainer. C'est-à-dire que si tu es capable de, mettons que les distances que tu as parcourées, puis tout ça, là, ça marche. Puis là, dans votre cas, vous autres, vous dites, ben ça marche. Là. C'est un no-brainer. Financièrement, le deal est bon. Pour moi, c'est clair. Ouais. Pour moi, c'est clair que je ne reviendrai pas en arrière là-dessus. Excusez. Mais moi, je sais que, dans mon cas à moi, là, quand j'ai acheté la voiture, j'avais aucun aide du gouvernement. J'ai acheté la voiture usagée. Puis j'ai payé 60 000. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? J'avais aucune aide du gouvernement. Puis même avec ça, c'était, comme dirait un no-brainer. Là, je rentrais dans financièrement, je rentrais dans mon argent là, du début jusqu'à la fin. Là. Puis en plus, les nouveaux programmes qui existent maintenant, mais là, c'est rendu encore plus ridicule. Là, ça vous coûte moins cher d'acheter un véhicule électrique à 65 000, mettons, exemple, comme un ID4 Volkswagen ou peut-être comme Ioniq 5 ou le exemple, vous prenez un Chevrolet Bolt comme Renault Alia, mais ça vous revient quasiment avec les subventions toutes, ça va moins, c'est quasiment le 3/4 de rabais. Parce que ce que je veux bien comprendre puis que les auditeurs comprennent, c'est que dans le cas du taxi, il y a des subventions qui ne sont pas les mêmes que pour monsieur et madame tout le monde. Là. C'est-à-dire que vous avez des subventions qui sont adaptées à l'industrie du taxi pour vous amener, vous aider à vous en aller là. Ils ont changé depuis la loi 17, là, parce qu'au début, on avait un 10 000 de plus qui s'ajoutait par-dessus les autres subventions, fait que ça valait vraiment la peine. Là, aujourd'hui, le nouveau programme est différent un peu. Il fonctionne au kilométrage qu'on parcourt par année. 55 sous du kilomètre. OK. Mais à un maximum de 3 000 $ par année, qui fait un entour de 50 000 km. OK. Donc, encore là, il faut que les gens, quand ils essaient de voir la rentabilité, c'est que non seulement vous avez les subventions, puis s'ajoute à ça les subventions, comme tout le monde, là, à la base, 5 000, donc vous avez le 12 000, donc mettons que la voiture rentre là, et elle peut recevoir les deux subventions provinciales, fédérales, vous avez ce 12 000-là, plus l'autre couche due au fait que c'est dû pour du taxi. La fiabilité des voitures électriques, parce que là, vous autres, là, c'est pas une utilisation, on va dire, que monsieur, madame, tout le monde va faire. Vous l'utilisez, c'est usage intensif. L'auto, elle roule. Vous avez parlé tantôt de 70 000 km par année. Il n'y a pas grand monde qui fait ça dans la vie de tous les jours, à moins de travailler sur la route tout le temps. Donc, l'auto a subi du stress, a subi, tu veux dire, elle se fait brasser. Là. Si les routes sont raboteuses, autres, vous la rabotez souvent. La fiabilité des voitures est-elle au rendez-vous dans l'électrique? C'est-à-dire, voyez-vous par rapport au modèle à essence ou hybride que vous connaissiez avant, des problèmes dus au fait que la voiture serait moins bonne, moins adaptée ou au contraire, c'est aussi bon, voire même mieux? Je vous dirais, moi, mon garagiste s'ennuie de moi. Parce que, sérieusement, la Bolt est rendue à 300 000 km, puis j'ai vraiment pas mis beaucoup d'argent dedans. Je pense que la plus grosse dépense que j'ai eue, c'est parce qu'on a vraiment pris un bon nid de poule dans le chemin. Mais si on compte le temps qu'on perdait avant ça à aller faire les changements d'huile, puis l'entretien normal, là, c'est incroyable la différence pour nous autres. Donc, non seulement, ce que je comprends, c'est que non seulement c'est pas moins fiable, mais le peu d'entretien qu'il y a sur ces véhicules-là fait que c'est hyper avantageux. C'est vraiment avantageux. Le seul démol que je trouve, c'est que les gens me donnent tout le temps l'excuse que je ne jette pas électrique parce que le garage il est trop loin. Parce que c'est vrai, nous, on est à Sherbrooke et Quaticook. Pour moi, dans mon cas, il faut que je vienne à Montréal, c'est Tesla. Ou maintenant, je vois des garages indépendants comme je vais les nommer, là, Gian Auto puis c'est Simon-André à Trois-Rivières. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai un très bon service à ces garages-là. Mais le problème, c'est eux, il y a beaucoup de mes collègues à Taxi Sherbrooke qui me disent, moi, je veux pas acheter justement
véhicule électrique parce qu'il n'y a pas de pièces, il n'y a pas rien. Puis là, je leur dis, ben oui, mais n'importe quelle voiture n'a pas plus de pièces. Présentement. Ouais. Fait que même si tu vas sur l'indépendant, tu as le faire réparer, et là, il va avoir le même problème, en fait. OK. La question qui tue, messieurs, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui hésitent à s'acheter une voiture électrique parce qu'ils ont peur qu'au bout de 2-3 ans, ils soient obligés de faire comme avec le vieux téléphone sans fil puis de changer la batterie. On sait que les batteries, ça se dégrade avec le temps, donc ça perd un peu. La dégradation des batteries, évidemment, c'est lié au nombre de cycles de charge-décharge. Donc, plus tu charges puis tu décharges, plus tu l'uses. Puis à un moment donné, elle aura plus 100% de sa capacité, elle va avoir un peu moins, on le sait. En fonction des marques, ça varie aussi. On sait qu'il y a des modèles de véhicules qui ont des batteries qui sont un peu mieux gérées, qui fait qu'elle va dégrader moins que d'autres marques. On nommera pas de marque, mais on sait que c'est pas égal. Mais de votre côté, avez-vous dû faire face à des problèmes de dégradation de batterie? Donc, premièrement, l'avez-vous constaté que les batteries dans vos véhicules ont un peu moins d'autonomie après tant de kilomètres qu'elles n'avaient au début? Puis si oui, est-ce que c'est assez gros comme impact pour vous créer des problèmes? Vraiment pas de mon côté. La Bolt, on a changé la batterie à cause de la garantie, là, qui changeait toutes les batteries. Elle avait 260 000 km quand on a fait le changement, puis on n'avait pas senti de perte. Je dirais en été. Bizarrement, l'hiver, on voyait vraiment une grosse différence, mais en été, on voyait pas de différence. Puis sur la Niro, on est rendu à 240 000 km, puis j'en vois pas de différence. OK. Toi, de ton côté, parce que ta voiture, elle a de l'âge, là. Ouais, moi, elle a 9 ans. Puis j'ai 410 000 km au compteur. Puis la batterie, elle a peut-être perdu, je pourrais dire qu'elle a peut-être perdu un 8%, à peu près 7%. Mais de sa valeur d'origine ou depuis que toi non, la batterie, en fait, j'ai perdu un peu de kilomètres de disponible. C'est sûr que l'hiver, là, comme vous voyez, mettons, je donne un exemple, là, je suis un peu plus cette année marquant. J'étais dans l'entour de 250 l'hiver. Puis là, j'ai perdu peut-être un 50 km l'hiver là, d'autonomie. Okay. Mais l'été, comme dit Rénal, ça paraît pas. Ça paraît vraiment pas. Est-ce que tu as perdu, t'empêches pas, remets pas en question? Même pas, parce que mon prochain, il est commandé déjà. Mon prochain véhicule, mais c'est un électrique aussi. Puis c'est même pas une question de peu importe la batterie. Là, la batterie n'est pas nerf de la guerre, en fin de compte. C'est juste la gestion de ton déplacement qui est nerf de la guerre. Parce que quand exemple, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai été porter de Sherbrooke une femme de l'hôpital. En fait, elle est partie de l'hôpital passant à Montréal. Et j'ai fait ma planification avec les applications. Puis là, il fallait que j'arrête absolument là, en montant là, au moins 15 minutes. Puis là, tu fais quoi dans ce temps-là? Le taximètre continue à rouler puis tu factures là-dedans? Non, en fait, vu que c'était déjà un prix préétabli, un prix fixe, fait que là, qu'est-ce que moi j'ai fait, c'est que peu importe, je dis, je vais arrêter, mais techniquement, moi, j'essaie d'arrêter le moins possible en montant avec mon client. Puis rendu à Montréal, je vais manger. Mais donner un exemple, là, quand je prends une boîte de sang, des fois, il faut faire des transferts de Emma Québec. De Sherbrooke, qu'est-ce qui est arrivé une fois. Mais là, je me suis fait plus pogner parce que quand j'arrive chez moi Québec, en fait, de Sherbrooke, ils disaient, ça presse, vite, dépêche-toi. Puis quand tu arrives là-bas, eux autres, ils te regardent, ils disent, t'es si vite arrivé. Fait que là, à cette heure, moi, je me fais plus prendre, je m'arrête au superchargeur à Brossard, puis je rentre à Montréal dans le trafic. De toute façon, ils savent que je vais être en retard parce que, façon de parler, parce qu'il y a tellement de trafic, les autres, ils posent plus de questions. La réalité montréalaise. C'est vraiment la gestion, comment je peux dire ça, la gestion de ta batterie quand tu t'en vas d'un point A à un point B, mais là, il faut que tu fasses des calculs un peu. Parce que, surtout dans le taxi, là. Mais avec un client, moi, je sors peut-être Rénal, puis lui, il sort plus souvent de la région. Il a peut-être meilleure idée que moi, là, mais. Ben moi, je pense que j'ai plus de problèmes à transférer à mes chauffeurs la confiance. Eux autres, ils ont la crainte de manquer du jus, puis tu sais, parce que quand ça tombe en pourcentage, ils savent plus trop comment de distance que je peux faire avec ça. Mais ils s'habituent comme tout le monde. Parce que tu vois, on parlait dernièrement avec quelqu'un qui, lui,
une flotte de véhicules. C'est des gros véhicules. En fait, c'est des e-transit. Là. Oui. Puis, c'est pour une job, c'est un électricien. Puis, il disait, mes électriciens, au début, ils tripaient pas là, quand j'ai acheté ça. Puis, il dit à Star, il dit, quand j'en rentre un au garage pour l'entretien, ils sont choqués si on leur en prête un gaz parce qu'ils sont rendus tellement habitués à Star. Tu parlais justement de ses employés à lui, au monsieur de la compagnie d'électricité. Moi, une chose que je me suis rendu compte, parce que maintenant, on est rendu 3 taxis électriques à Sherbrooke. Il y en a 2 qui ont compris ils ont compris le message qu'on a envoyé, mais ce qui arrive, c'est que pendant que le chauffeur a le véhicule pendant la semaine chez eux, lui, il a un problème parce que lui, il n'a pas de borne. Lui, il n'a pas de borne dans la maison. Ça, ouais. Fait que quand il commence son chiffre, c'est ça. Oui, il s'est branché peut-être sur le 110 après la maison, puis peut-être qu'il a pris le chargeur, il était rechargé, mettons, avant de partir, avant de finir son chiffre. Mais bien souvent, lui, il a hâte d'arriver à la maison, puis moi, j'ai pas ce problème-là, rien non plus, parce que tu arrives à la maison, puis tu te branches, puis le lendemain matin, tu pars, il est plein. Oui, c'est sûr, ça aide. Le temps file, j'ai encore quelques petites questions. En fait, 2 questions. La première, si on résume, là, mettons qu'il y a quelqu'un qui fait du taxi qui nous écoute, puis qui y songe, là, y a-tu des grosses contraintes, là? Aujourd'hui, je roule à essence, puis moi, je veux switcher à électrique. Là. Y a-tu des affaires, il faut que je fasse attention, là, outre choisir la bonne auto, là, mais à part ça, y a-tu des affaires, il faut que je sache? Y a-tu des contraintes? Y a-tu des barrières ou quelque chose qui nous empêche de faire le saut? Je te dirais que c'est les mêmes contraintes que pour monsieur et madame tout le monde. Là, c'est vraiment faut que tu penses avoir une place pour avoir ta borne chez vous. Si c'est pas possible de l'avoir chez vous, déjà là, c'est un problème. Mais sinon, non, moi... Je peux pas. Il n'y a pas de rien qui bloque. Comme je disais tantôt, le seul problème, c'est la gestion de ta batterie pendant la journée. Si tu prends pas le temps, surtout l'hiver, si tu prends pas le temps d'aller recharger ta voiture entre 2 chiffres, on pourrait dire, mettons, à l'heure du dîner. De toute façon, tu es en train de dîner, là. Puis il y a quelqu'un qui va peut-être me dire... C'est le même genre d'adaptation qu'on fait en tant que... Parce qu'il y a tout le temps, je pourrais dire, un mouton noir qui va dire... ben là, moi, je mange à l'auto. Il va tout te donner une excuse. Oui, mais tu vas aller à l'infini avec des oui, mais. C'est des raisons. Et voilà. Ouais. Messieurs, en terminant, votre prochaine voiture, toi, tu nous as donné un scoop. Tu as dit qu'elle est déjà commandée, elle va être électrique. Tu restes dans la même marque ou tu Non, en fait, je vais en voir sur le ID4. En fait, vu que vous voyez pas, moi, je suis 6'3". Rénal, t'es quoi? T'es 6 pieds, pas mal? 5 et 10. 5 et 10. Moi, je suis 6'3", puis débarquer d'un modèle S... donc ça se déplie longtemps, on pourrait dire. Fait que, là, ça paraît pas, mais là, on embarque aussi les personnes d'un certain âge, puis là, eux, ils trouvent ça un peu... Le format est peut-être mieux adapté. Ouais, un petit peu, mais en fait, il y a tout le temps des personnes, des chialeux, que quand c'est trop bas, ils chialent, quand c'est trop haut, ils chialent, fait qu'en fin de compte, ça arrête jamais, là. Mais moi, c'est toi qui embarque et qui débarque le plus souvent. C'est ça. Là, oui, je passe à la ID4. Ouais. Puis toi, de ton côté, là, t'en as c'est sûr que, je viens juste d'en acheter 2 cet automne, mais probablement que la prochaine serait peut-être une fourgonnette, là. OK. Une petite vanne, là. OK. Fait que, on reste dans l'électrique, c'est ça, je comprends. OK, oui. Messieurs, y a-t-il des points importants qu'on n'a pas traités que vous voulez dire? Je voudrais dire aux gens de taxi qu'il y a aussi un autre avantage, c'est au niveau de l'espace à l'arrière dans un véhicule électrique, il n'y a pas de bosse. Donc le plancher est plat de bord en bord. Puis même pour les personnes âgées, embarquer, débarquer du véhicule, dépendamment c'est quoi le choix de véhicule que vous faites. Moi, j'avais pas choisi Tesla parce que je trouvais que le seuil était élevé. Oui. C'était difficile pour les personnes âgées de lever la jambe pour sortir. Oui, mais les autres modèles que j'ai, là, le plancher est égal à la sortie, puis les personnes aiment bien ça. C'est vraiment plus facile d'entrer et sortir du véhicule. Mais moi, si tu permets vite, j'ai une question. Est-ce que t'as-tu des véhicules 4 roues motrices? Oui, le Ioniq puis le GV60 sont 4 roues. Parce que moi, vois-tu, avec ma propulsion que j'ai, ma S, moi, personnellement, je trouve que ça va beaucoup mieux qu'un attraction que j'avais avant. J'avais un Escape hybride avant. Puis, personnellement, vu que le poids est plus... mieux réparti. Ouais. Et c'est encore plus facile. Puis à Sherbrooke, on sait qu'il y a de la côte là, au pied carré. Là. Moi, messieurs, je conclurai en disant, il y a plein de façons de faire la différence. Puis évidemment, si vous avez une voiture à la maison puis vous la changez pour une voiture électrique, vous faites partie de la transition. Mais dans l'intervalle, si vous avez besoin de prendre un taxi, peut-être vous informer s'il y a des taxis électriques dans votre région. Puis
de prendre la peine de demander d'avoir un taxi électrique, d'embarquer dedans. Ça se fait-tu, ça? On peut-tu demander ça? Et si je pouvais, ça fait longtemps que j'aurais payé ma deuxième voiture parce que j'étais un des seuls au début. Ben en fait, puis qu'est-ce qui arrive, c'est que non, malheureusement, la compagnie, c'est un peu comme à la, on pourrait dire, à la file indienne, à la rotation. Mais en tout cas, si vous avez la chance au moins de faire affaire avec une compagnie de taxi qui en a des taxis électriques, vous avez plus de chances d'en pogner un. Encouragez ces entreprises-là, puis prenez la chance de gagner le jackpot, puis de vous asseoir. Ça va vous permettre d'être assis dans une voiture électrique, de poser des questions à quelqu'un qui en conduit une, puis qui sait, peut-être que votre prochaine voiture laissera vous aussi. Hein. Un dernier point que qu'est-ce que j'ai rendu compte, là, c'est aussi, parce que je lis aussi des forums de d'autres sortes de véhicules, puis ainsi de suite, puis là, il y a beaucoup de monde, on dirait que l'usure de certaines pièces, comme exemple les pneus, moi, j'ai appris à mes dépens au début, là, une voiture électrique, c'est un petit peu plus hasard, puis ça bouffe les pneus. Ouais, fait que qu'est-ce que je trouve agréable maintenant, c'est comme le Rénal, des fois, il me demande des conseils ou je demande des conseils, vice-versa. Puis là, on est capable de avoir des bonnes directions. Puis là, ça allait beaucoup. Fait que là, moi, j'ai réglé quelques problèmes que j'avais côté usure des pneus, exemple, ou les pièces des poignées de porte de Tesla, exemple. Là, fait que c'était un peu un challenge au début. Là. Puis là, maintenant, posez-moi les questions, il n'y en a pas de problème. Ça en est bon. Ben écoutez, Guy F. Cloutier et Rénal Drolet, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Bon plaisir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet, là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. bourgeoischevrolet.com ou le 450-834-2585. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. 2 petits points avant de sauter dans ma chronique d'aujourd'hui. Premier point, petite parenthèse sur le salon du véhicule électrique de Montréal là, qui s'est passé dans les dernières semaines. Encore une fois, très beau salon. Presque la totalité des manufacturiers étaient là. Ça a été super intéressant pour ceux qui se sont déplacés une des 3 journées. On a eu des beaux invités pour faire des entrevues avec Martin sur place. Donc, ça va être diffusé dans les prochaines semaines. Très hâte de vous faire entendre ça. Sinon, point de vue personnel, coup de cœur personnel cette année, le ID Buzz. Moi, c'est un véhicule qui m'enchante, qui m'excite beaucoup. J'ai très hâte de le conduire. Même si sur place, on avait la version européenne, c'était pas la version qui va être lancée sur notre marché, initialement du moins. Donc, personnellement, j'ai très hâte de pouvoir conduire ça éventuellement. Deuxième petit point, justement, il y avait une deuxième voiture qui a attiré beaucoup l'attention aussi, la Ioniq 6 de Hyundai. Donc, beaucoup de personnes étaient alentour de cette voiture-là, voulaient la voir, voulaient s'asseoir dedans, était même disponible pour l'essayer. Donc, ça, c'est super cool de Hyundai de pouvoir l'avoir mis en essai
pour les gens là-bas. Et de mon côté, je vais l'avoir en essai la semaine prochaine. Donc, restez à l'écoute. On va vous préparer quelque chose pour vous partager nos impressions de conduite. Donc, on va vous en parler bientôt. Donc, pour le sujet de ma chronique aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est sorti il y a plusieurs mois, mais que j'ai l'impression qu'il est comme passé sous le radar. C'est une nouvelle qui date de février. Dans le fond, c'est l'ouverture du projet pilote de Tesla pour pouvoir faire la recharge des voitures non Tesla sur les superchargers. Donc, pour une fois que une des nouvelles de Tesla s'adressait aux propriétaires de véhicules non Tesla, je trouvais que ça vaut la peine de s'y pencher un petit peu plus en détail. Donc, le principe est assez simple à comprendre, c'est de pouvoir justement permettre aux gens qui conduisent une voiture non Tesla de pouvoir se recharger sur les superchargers. Faut savoir qu'en Europe, c'est un projet pilote qui a commencé il y a même plus d'un an maintenant, qui a commencé petit et qui, tranquillement pas vite, s'étend à la grandeur du territoire européen du réseau de superchargers. En Europe, c'est beaucoup plus simple à faire pour Tesla parce que les voitures sont livrées directement avec les connecteurs CCS, vu que c'est une loi de l'Union européenne de devoir livrer les voitures avec ce type de connecteur-là. Contrairement à ici, que les voitures Tesla ont leur propre type de connecteur, contrairement aux autres manufacturiers qui, eux, utilisent le connecteur CCS en grande majorité. Donc, comme j'ai dit tantôt, depuis fin février que le projet pilote a été annoncé aux États-Unis, à ce jour, il y a 9 sites dans l'État de New York, donc 9 emplacements où on peut faire la recharge des véhicules non Tesla. Sur le site Internet de Tesla, on voit sur la map, il y a même une section spéciale qu'on peut pointer qui nous affiche justement ces sites-là qui sont capables d'accueillir les voitures non Tesla. Donc, l'État de New York est un emplacement logique parce que faut quand même se rappeler que Tesla a une Gigafactory dans l'État de New York, à Buffalo. C'est cet emplacement-là, c'est cette usine-là qui fabrique justement les équipements de supercharger, donc les stalls, qu'on appelle donc les bornes sur lesquelles le connecteur est disponible, aussi toutes les unités de puissance qui alimentent ces bornes-là. Donc, tout ça est manufacturé à l'usine dans l'État de New York, à Buffalo. Donc, l'État de New York, je trouve ça quand même assez intéressant parce que c'est juste à côté de chez nous. Donc, pour les gens qui se dirigeraient par la 87 vers la ville de New York, il y a 2 sites qui sont disponibles sur cet axe-là. Et il y en a aussi sur la 81 pour les gens qui s'en iraient peut-être plus en direction vers le sud des États-Unis, comme la Floride. Donc, ça donne une alternative de plus pour les gens qui voudraient voyager aux États-Unis. Pour ceux qui sont un petit peu moins familiers avec les superchargers de Tesla, il n'y a aucune interface vraiment sur la borne. Donc, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de terminal pour faire le paiement. Tout se passe directement, soit dans l'application ou lorsqu'on recharge une voiture Tesla. Donc, le supercharger reconnaît la voiture. Donc, c'est à quel propriétaire c'est lié, à quel compte c'est lié. Et il y a une carte de crédit déjà associée au compte du propriétaire. Pour une voiture non Tesla, c'est différent. Parce que là, le supercharger ne peut pas reconnaître la voiture. Donc, il faut qu'il y ait un propriétaire qui se soit authentifié ou fait une pré-autorisation avant de démarrer la recharge. Donc, comment ça fonctionne? C'est que un propriétaire non Tesla doit télécharger l'application Tesla, s'ouvrir un compte, lier une carte de crédit à son compte. Une fois rendu devant la borne, donc on doit faire une pré-autorisation directement dans l'application. Donc, on vient déterminer sur quel site on se trouve, quelle borne on va utiliser, et la pré-autorisation se fait. Et ensuite, la borne va permettre de retirer le pistolet qui va venir avec un Magic Dock. Donc, c'est quoi ça, un Magic Dock? C'est que sur les sites qui acceptent les véhicules non Tesla, ce que Tesla ont fait, c'est qu'au lieu de changer la borne au complet, ils ont tout simplement changé l'endroit où le pistolet se met sur la borne. Donc, au lieu de seulement l'accrocher dans un socle qui est juste un morceau de plastique qui vient juste tenir le pistolet en place, c'est maintenant un adaptateur intégré. Donc, les gens qui rechargent juste des voitures Tesla, le connecteur sort comme à l'habitude, branche la voiture et lorsqu'il remet, ça se remet directement. Mais pour un propriétaire de voiture non Tesla, ce que ça fait, c'est que lorsque le pistolet sort, le Magic Dock, qui est en fait
en d'autres mots, un adaptateur Tesla ACCS qui sort directement avec le pistolet. Donc, les propriétaires n'ont pas besoin de s'acheter d'adaptateur. Les bornes eux-mêmes comportent l'adaptateur directement. Donc ça, je trouve ça super bien de la part de Tesla de ne pas avoir à obliger les gens à se munir d'un adaptateur pour pouvoir profiter du réseau de Supercharger. Par contre, actuellement, pour les gens du Québec ou du Canada, c'est dommage parce que le projet pilote est offert seulement aux résidents des pays dans lesquels le projet pilote est en cours. Donc, un résident canadien comme nous, avec une application canadienne de Tesla, n'a pas encore cette fonction-là de disponible de pouvoir dire « je veux recharger un véhicule non Tesla au site dans lequel je me trouve ». Donc, quand est-ce que cette fonction-là va être disponible pour les Canadiens? Est-ce qu'il va falloir que le projet pilote soit étendu éventuellement au Canada? Je le sais pas. Et si ça se fait un jour, est-ce que les tarifs vont être compétitifs, concurrentiels au Québec? Je ne le sais pas non plus. Actuellement, c'est pas nécessairement le cas, mais d'avoir une option de plus pour les gens qui font des voyages dans des moments plus occupés, ça peut toujours être intéressant d'avoir une option de plus de disponible. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique cette semaine. J'espère que ça vous a plu. D'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 6 mai, l'AVEC débarque à Boucherville. C'est au centre multifonctionnel François Gadebois, au 1075 rue Lionel Daunet. C'est de 9h30 à 16h30, donc des essais routiers, des informations sur les véhicules. Kiosque virtuel, les réponses pour préparer votre voyage en électrique, c'est le 9 mai à 19h. Inscription dans la section événements du site web de l'AVEC. Le relais électrique débarque à la place Bourget de Joliette. C'est au 31 place Bourget Nord à Joliette le 13 mai 2023 de 10h à 16h. Et finalement, conférence au studio de la Bibliothèque multiculturelle de Laval le 20 juin à 19h30. C'est sur la rue Chaumédé à Laval. Ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités. Guy F. Cloutier, Rénal Drolet, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand, Nicolas Lambert et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Hamelin, thème musical François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydrosolutions, Précision PPF Vitres teintées, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et le magazine L'Alternative électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com. Finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte vocale numérique au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault.
Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.